Les années 1930 avaient débuté sous le signe de l'espoir d'un désarmement mondial et d'une paix durable. L'esprit de Locarno. En 1937, ces rêves sont en lambeaux. Partout dans le monde, les actions du Japon, de l'Italie et de l'Allemagne ont engendré un sentiment de crise croissant. En Union soviétique, le dictateur Joseph Staline perçoit des menaces venant de toutes parts et poursuit un programme de réarmement et d'industrialisation accéléré. Il a également lancé une purge massive contre les rivaux politiques présumés, les ennemis de classe et les agents étrangers. Les persécutions atteignent alors leur paroxysme, avec des centaines de milliers d'arrestations par la police secrète soviétique, le NKVD. Ce qui avait commencé comme une manifestation de la paranoïa personnelle de Staline prend l'aspect d'une panique morale, une chasse aux sorcières contre les ennemis de l'intérieur. La plupart des victimes sont innocentes, mais sont contraintes ou torturées pour obtenir des aveux, puis exécutées ou exilées au goulag, un réseau de camps de travail si brutal que beaucoup y périssent. Pour les victimes les plus célèbres, des procès-spectacles sont organisés à Moscou. De vieux bolcheviks, y compris d'anciens alliés de Staline, avouent des crimes invraisemblables, comme une double vie d'agents étrangers secrets, et sont ensuite emportés pour être fusillés. Parmi les victimes figurent des milliers d'officiers de l'armée rouge, ainsi que celui qui est considéré comme le plus brillant théoricien militaire de Russie, le maréchal Mikhail Tukhachevski. Le nombre de morts est estimé entre 600 000 et 700 000, bien qu'aucun chiffre précis ne soit possible. Au-delà des souffrances humaines incalculables, il s'agit d'un acte d'autodestruction stupéfiant, privant l'Union soviétique de nombre de ses meilleurs esprits et une grande partie de ses commandants militaires les plus expérimentés. En Éthiopie, annexée de force à la colonie italienne d'Afrique orientale l'année précédente, la résistance se poursuit. Mais les Éthiopiens ne peuvent rivaliser avec les ressources et la puissance de feu de l'occupant. En février, leurs dernières forces organisées sont anéanties à Gogeti. Une tentative d'assassinat du vice-roi italien à Addis Abeba entraîne de violentes représailles, avec plusieurs milliers de civils massacrés. Mais ce sont les horreurs en Espagne qui captent l'attention du monde entier, où la guerre civile continue de faire rage. Les forces du gouvernement républicain tiennent la capitale, Madrid, assiégée et bombardée par les rebelles nationalistes. En mars, à Guadalajara, les républicains écrasent une offensive menée par les Italiens, mais ce sera leur seule victoire majeure de la guerre. Les nationalistes sont mieux organisés, mieux armés et soutenus par leurs alliés nazis et fascistes. Ce printemps-là, ils lancent une offensive contre les républicains dans le nord de l'Espagne. La Légion Condor allemande contribue à ouvrir la voie en bombardant la ville de Guernica. Plus de 200 civils y perdent la vie. L'indignation est internationale. Le monde entier est sous le choc. Guernica est considérée comme une préfiguration de l'avenir de la guerre, des conflits où les bombardiers réduiront toutes les villes en ruines. Mais ni la Grande-Bretagne, ni la France, ni les États-Unis ne renonceront à leur politique de non-intervention. Au Japon,
la conquête réussie de la Mandchourie a enhardi l'élite militaire, dont l'influence sur la politique ne cesse de croître. Le nouveau Premier ministre, le prince Konoe, partage leur appétit pour une expansion impériale accrue. Des officiers militaires en activité occupent des postes importants au sein de son cabinet, et son gouvernement ordonne des augmentations massives des dépenses militaires, rendues possibles par le boom économique qui a suivi la conquête de la Mandchourie, riche en ressources. Le déclencheur d'une nouvelle conquête survient de manière inattendue. Dans la nuit du 7 juillet, aux abords de Pékin, une dispute concernant un soldat japonais disparu dégénère en fusillade, faisant des dizaines de morts parmi les Chinois. L'événement est connu sous le nom d'incident du pont Marco Polo. Les deux camps choisissent l'escalade. L'armée japonaise déverse des renforts, tandis que le dirigeant chinois, Chiang Kai-shek, annonce une guerre d'autodéfense et mobilise la nation. Les forces japonaises sont en infériorité numérique, mais bien mieux entraînées, armées et organisées, et leur assaut est imparable. Pékin tombe en un mois. De nouvelles avancées sont réalisées dans la province de Chahar et en Mongolie intérieure. En 6 semaines, près de 200 000 soldats japonais ont occupé une vaste portion du nord de la Chine. Chiang tente de perturber l'offensive en attaquant la garnison japonaise de Shanghai, où la présence internationale est importante. Sous l'œil des médias du monde entier, pendant 3 mois, une bataille acharnée fait rage pour le contrôle de la plus grande ville de Chine, mobilisant environ 1 million de soldats. Une grande partie de Shanghai est réduite en ruines. Les forces chinoises subissent de lourdes pertes et, fin octobre, se replient sur Nankin. Les forces japonaises se lancent à leur poursuite et pénètrent dans la ville après 4 jours de combat. Les événements horribles qui s'ensuivent sont connus sous le nom de viol de Nankin. Des soldats japonais, désensibilisés par les combats, enflammés par la propagande raciste, terrorisent la ville pendant 6 semaines. Pillant, violent, torturant et assassinant. 30 000 prisonniers de guerre chinois sont fusillés lors d'exécutions de masse. Le bilan des victimes civiles est encore plus lourd. Les estimations varient entre 100 000 et 200 000 morts. Les atrocités japonaises horrifient le monde et sont condamnées par la Société des Nations et les États-Unis. Mais une fois de plus, aucune action ne vient s'y ajouter. La réaction d'Hitler est tout autre. À ses yeux, la déroute chinoise confirme sa conviction que le Japon serait le partenaire supérieur en Asie. Et il met fin à l'aide militaire allemande, fournie de longue date à la Chine. Staline, de son côté, accroît son aide militaire à la Chine en signant un pacte de non-agression avec le gouvernement de Chiang. Il espère que la résistance chinoise dissuadera une éventuelle attaque japonaise contre l'Extrême-Orient soviétique. À la fin de l'année 1937, les alliances qui définiront le grand conflit à venir commencent à se dessiner. Ce printemps-là, le dirigeable géant allemand Hindenburg prend feu alors qu'il tente d'atterrir dans le New Jersey. Partout dans le monde,
les cinéphiles sont fascinés par les images de la catastrophe, qui fait 36 morts. Trois semaines plus tard, en Grande-Bretagne, un nouveau Premier ministre entre en fonction. Neville Chamberlain se dit homme de paix et espère qu'un conflit avec l'Allemagne pourra être évité en faisant des compromis avec Hitler en Europe centrale. Il accorde une grande importance à l'établissement de bonnes relations personnelles avec Hitler et Mussolini. En France, le Premier ministre Léon Blum dirige le 5e gouvernement en 2 ans. Chose étonnante, sa coalition du Front populaire tient une année entière, avant de se briser sur la question de l'aide aux républicains espagnols. Blum démissionne, mais sera de retour dans moins d'1 an, tandis que la politique et les plans économiques français restent paralysés. En novembre de la même année, à Berlin, Hitler rencontre son ministre de la guerre, le maréchal von Blomberg, son ministre des Affaires étrangères, le comte von Neurath, et les chefs de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Pour la première fois, il dévoile son projet d'annexer l'Autriche et la Tchécoslovaquie, dès que la situation le permettra. Cela offrira un espace vital au peuple allemand, un empire en d'autres termes, et contribuera à la marche de l'Allemagne vers l'autosuffisance économique. Hitler reconnaît que ses objectifs pourraient déclencher une guerre majeure, en raison de l'hostilité britannique et française. Une guerre qui, selon lui, serait plus favorable vers 1943 ou 1944. Le même mois, l'Italie annonce son adhésion au pacte anti-Comintern. Cette alliance, créée l'année précédente par l'Allemagne et le Japon, vise à lutter contre l'influence internationale soviétique, même si son importance est surtout symbolique. Le 11 décembre, Mussolini annonce que l'Italie quittera la Société des Nations, en réponse à son refus de reconnaître la conquête italienne de l'Éthiopie. Aux États-Unis, le président Roosevelt est profondément alarmé par la situation internationale. Dans un discours prononcé à Chicago, il met en garde contre un nouveau règne de la terreur et de l'anarchie internationale. It began through unjustified interference in the internal affairs of other nations, or the invasion of alien territory in violation of treaties. It has now reached a stage where the very foundations of civilization are seriously threatened. Il n'existe aucun moyen d'échapper à l'anarchie internationale, prévient-il, par le simple isolement ou la neutralité. Pourtant, Roosevelt est en décalage avec un électorat américain qui reste profondément isolationniste. Plus tôt dans l'année, le Congrès avait adopté une nouvelle loi sur la neutralité, destinée à renforcer l'interdiction existante de vendre des armes aux nations en guerre. Le président parvient tout de même à ajouter une exception, cash and carry. Les entreprises américaines peuvent vendre des armes à un pays si celui-ci paie d'avance en espèces et se charge lui-même de l'expédition. Il sait que si une autre guerre européenne éclate, seules la Grande-Bretagne et la France pourront bénéficier de cette exception. À la fin de l'année, le président Roosevelt propose un plan très optimiste pour promouvoir la paix mondiale. Il espère que l'Allemagne, l'Italie et d'autres nations accepteront de se désarmer en échange d'un partage plus équitable des ressources mondiales. L'initiative Roosevelt est rapidement rejetée par le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain. Il craint que cela n'interfère avec ses propres efforts diplomatiques, qu'il a fini par qualifier d'apaisement. Nous remercions notre consultant pour cette série,
le professeur Richard Overy, historien de la Seconde Guerre mondiale à l'université d'Exeter. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne en rejoignant les rangs des grognards, nos précieux membres YouTube qui bénéficient d'un accès anticipé aux nouvelles vidéos, ainsi que de badges de fidélité et d'emojis personnalisés. Cliquez sur le lien d'abonnement sur la page de notre chaîne pour vous inscrire dès maintenant.